Toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d'autres, plus secrètes. Mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. Romain Gary, c'est une énigme littéraire aussi bien qu'humaine. Il est de ce genre d'homme qui semble avoir vécu des centaines de vies en une seule, dont les mémoires ne tiendraient pas en 500 pages, mais qui paraît pourtant ne jamais avoir su s'en satisfaire. Romain Gary est de ceux qui avaient tout, mais qui semblent s'en être souciés peu et ne jamais avoir réussi à faire taire ses démons. Mais pour ceux qui seraient perdus, reprenons. Romain Gary, né Romain Cassiou, publie son premier livre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il a tout juste 30 ans, il a été décoré de la Légion d'honneur pour son engagement dans la résistance aérienne pendant la guerre, et il entame tout juste une carrière diplomatique pour la France. Ce premier livre, c'est Éducation européenne, avec lequel il gagne le prix des critiques. Néanmoins, c'est vraiment avec Les Racines du ciel qu'il se fait connaître en obtenant un prix Goncourt en 1956. Dès 1960, et avec le succès de La promesse de l'aube, il délaisse sa vie de diplomate et se consacre à la littérature. Il publie ensuite de nombreux livres à succès, s'essaye au théâtre et même au cinéma. En bref, dès les années 60, c'est un auteur reconnu, déjà un monument sur la scène littéraire française. Mais voilà, cette vie l'ennuie. C'est un auteur connu, qui vend. Il ne prend plus de risques. Sa vie lui semble morne. Il veut un renouveau. J'étais las de n'être que moi-même. J'étais las de l'image de Romain Gary qu'on m'avait collée sur le dos, une fois pour toutes depuis 30 ans, depuis la soudaine célébrité qui était venue à un jeune aviateur. C'était une nouvelle naissance. Je recommençais. Tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création de moi-même, par moi-même. Il y avait surtout la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement. Recommencer, revivre, être un autre fut la grande tentation de mon existence. Il invente le supposé auteur de son roman en prenant soin d'informer le moins de personnes possible de la supercherie. Gros câlin est donc présenté aux éditions Gallimard par Pierre Michaud, un ami de Gary mis dans la confidence, sans qu'il ne soit fait mention de Romain Gary, mais bien sous le nom d'Émile Ajar, personnage inventé de toutes pièces. Le nom n'est d'ailleurs pas choisi au hasard. Si Gary signifie en russe « brûle », Ajar, cela signifie braise. Le manuscrit arrivait du Brésil par les soins de mon ami Pierre Michaud. L'auteur était un jeune errant qu'il avait rencontré à Rio. Ayant eu maille à partir avec la justice, il ne pouvait remettre les pieds en France. Assez rapidement, Robert Gallimard comprend que Romain Gary, dont il est très proche, est en réalité l'écrivain de Gros câlin. Mais, à la demande de l'auteur, il promet de ne pas influer sur la publication ou non du livre. Il laisse donc le comité de lecture de Gallimard décider du sort du livre. Et il influence d'ailleurs si peu que le livre est refusé. C'est grâce à l'insistance d'une première lectrice que l'éditeur, à défaut de le publier lui-même, propose l'ouvrage aux éditions Mercure de France, tenues alors par Simone Gallimard. L'enthousiasme de Michel Cournot, éditeur au Mercure de France, fera le reste. Le roman est donc publié en 1974 et rencontre rapidement un franc succès, suscitant d'autant plus d'intérêt que son auteur est un mystérieux inconnu. Romain Gary a déjà usé du pseudo, 2 fois. Fosco Sinibaldi pour L'homme à la colombe et Shotton Bogat pour Les têtes de Stéphanie. Mais ces 2 romans marchent très peu, du moins pas avant que Romain Gary ne se laisse identifier comme leur auteur. Là,
c'est différent. Le mythe d'Ajar s'installe et fascine. Les médias multiplient les hypothèses quant à l'identité de l'auteur. Émile Ajar. Ajar, qui est là? Je me trouvais chez moi à Cimarron lorsque Gene Seberg me téléphona pour me dire que Gros Câlin était si bien reçu par la critique que le Nouvel Observateur désignait Raymond Queneau ou Aragon comme auteur probable du roman, car ce ne pouvait être que l'œuvre d'un grand écrivain. J'apprenais bientôt par les journaux qu'Émile Ajar était en réalité Amil Raja, terroriste libanais, qu'il était un médecin marron, avorteur, criminel de droit commun, ou Michel Cournot lui-même, que le livre était le produit d'un collectif. Je rencontrais une jeune femme qui avait eu une liaison avec Émile. C'était, disait-elle, un très gros baiser. J'espère que je ne l'ai pas trop déçu. L'année de la sortie de Gros Câlin, Romain Gary publie, à son nom, un nouveau livre, La nuit sera calme. La magie est parfaite. Personne ne fait le rapprochement entre l'écriture de Gary et celle d'Ajar. Mais la pièce n'est pas finie. On n'est encore qu'au premier acte et Gary n'est pas encore prêt à tirer sa révérence. Il continue. Il met sa secrétaire dans la confidence et organise son emploi du temps pour gérer ses deux vies. Le matin, il est Romain Gary et l'après-midi, il devient Émile Ajar. En 1975, il publie la même année Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable sous le nom de Gary et La vie devant soi sous le nom d'Émile Ajar. Comme je publiais simultanément d'autres romans sous le nom de Romain Gary, le dédoublement était parfait. Je faisais mentir le titre de mon Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Je triomphais de ma vieille horreur des limites et du une fois pour toutes. Et moi, revenu en quelque sorte une nouvelle fois sur Terre, inconnu, inaperçu, j'assistais en spectateur à ma deuxième vie. Si le livre de Romain Gary fait assez peu de bruit, celui d'Ajar est une véritable réussite. Les critiques l'encensent et le mystère autour de cet auteur inconnu s'intensifie encore. Romain Gary décide alors d'aller encore plus loin et de donner un corps à son Émile Ajar fictif. Il me semblait aussi que si Émile Ajar se laissait entrevoir brièvement, en chair et en os, avant de s'évanouir dans le mystère, je relancerais le mythe en écartant définitivement tout soupçon d'un grand auteur tapi dans l'ombre que la presse s'ingéniait à chercher, et pourrais continuer mon œuvre Ajar en toute tranquillité, en riant sous la cape. Je demandais donc à Paul Pavlovitch, qui avait la gueule qu'il fallait, d'assumer brièvement le personnage avant de disparaître en donnant une biographie fictive et en gardant le plus strict incognito. Levé de rideau sur Paul Pavlovitch. Paul Pavlovitch, c'est le fils d'une cousine de Romain Gary. À l'époque, il a 33 ans, et ce sera lui qui personnifiera Émile Ajar. Ajar Pavlovitch accepte donc fin septembre 1975 une rencontre tenue secrète à Copenhague avec Yvonne Baby, journaliste au Monde. L'objectif est simple. Pavlovitch doit donner la biographie que lui a écrit Romain Gary à la journaliste et rester le plus flou possible dans ses réponses aux questions. Il n'incarnera Ajar qu'une seule fois, après, il disparaîtra. L'interview se passe sans encombre, au détail près que Paul, se prêtant au jeu, donne bien plus de détails que ce que lui avait demandé Romain. Il va même jusqu'à livrer de vrais détails de sa vie personnelle et laisse à la journaliste une photo de lui. Il lui appartient, si un jour l'envie l'en prend, d'expliquer pourquoi, dans l'interview qu'il avait accordée au Monde à Copenhague, il avait donné sa véritable biographie et pourquoi, malgré mon opposition, il avait fourni sa photo à la presse. Dès lors, le personnage mythologique auquel je tenais tant cessait d'exister pour devenir Paul Pavlovitch. C'est ainsi qu'Émile Ajar échappe à Romain Gary. Désormais, il a un visage, et il ne pourra plus le changer. Novembre 1975. La vie devant soi d'Émile Ajar est annoncée comme le grand favori du prix Goncourt, qui sera décerné le 17 novembre de la même année. Or, Romain Gary ne peut plus recevoir un Goncourt, puisqu'il en a déjà eu un. Et c'est bien écrit dans le règlement, un auteur ne peut gagner qu'un seul prix Goncourt.
Il décide quand même de laisser faire et de ne pas interférer. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Le 17 novembre 1975, Émile Ajar est annoncé vainqueur du prix Goncourt de la même année avec La vie devant soi. L'annonce secoue le monde littéraire. Oui, moi j'ai voté pour Ajar, oui. Ça ne vous gêne pas que ce soit un inconnu? Je crois qu'on n'a pas à s'occuper de ça. Mais qui est donc cet auteur inconnu qui vient de gagner un des plus prestigieux prix littéraires? Sans le savoir, le jury vient donc de décerner un 2e prix Goncourt à Romain Gary. Romain Gary décide tout de même, après s'être félicité de sa supercherie, de refuser le prix en vertu des règles du concours. L'avocate officielle d'Émile Ajar annonce donc que ce dernier souhaite refuser le prix. Simone Gallimard, l'éditrice, tombe des nues. Je me demande, je répète, s'il ne s'agit pas d'une supercherie. La presse part donc à la recherche de l'identité si mystérieuse d'Émile Ajar, qui en plus d'avoir obtenu un prix Goncourt, malgré son anonymat, se paye le culot de le refuser. Le premier à retrouver ce fameux Ajar, c'est Jacques Bouzeran, journaliste au Point, qui le retrouve dans un petit village du Lot. Il publie plusieurs articles et une interview complète de l'auteur, maintenant découvert. Amplement profité. Depuis ce matin, on sait en effet qui est Émile Ajar. L'identité de Paul, révélée au grand jour, éveille la curiosité des médias et ces derniers partent à la recherche du moindre détail de son existence. Ils ne tardent d'ailleurs pas à découvrir qu'il est un cousin éloigné de Romain Gary. Les journalistes poursuivent leurs recherches et trouvent une adresse. Et, comble du hasard, cette adresse se situe dans l'immeuble où vit aussi Romain Gary. Le 21 novembre 1975, des journalistes débarquent et sonnent à la porte de Gary. Est-ce le dénouement de la pièce? Eh bien non. Romain Gary ouvre la porte et joue son rôle de grand cousin à merveille. Il défend la volonté de Pavlovitch de rester anonyme et il ne laisse aucun doute quant à l'identité d'Ajar. La gentillesse, c'est d'une extrême douceur, le plus gentil qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal. Dès lors, le personnage mythologique auquel je tenais tant cessait d'exister pour devenir Paul Pavlovitch. Son identification fut facile et notre lien de parenté révélé. Je me défendis comme un beau diable, multipliais les démentis, jouais à fond le droit que j'avais de conserver son anonymat et réussis à convaincre tout ce monde, d'autant plus facilement qu'on m'avait assez vu et on avait besoin de nouveautés. Émile Ajar est sur le devant de la scène, son succès monte en flèche. Romain Gary va même signer par l'intermédiaire de Pavlovitch un contrat pour 5 livres au nom d'Émile Ajar. Mais Romain Gary commence à craindre que la véritable identité d'Ajar ne soit découverte. Et en plus, Romain Gary perd de plus en plus le contrôle sur son œuvre, puisque maintenant, Émile Ajar n'est plus un inconnu. Maintenant, Émile Ajar, c'est Paul Pavlovitch. Il décide alors de pousser plus loin le jeu. Il se lance dans l'écriture de son prochain livre sous le nom d'Ajar, qu'il intitule Pseudo. L'histoire est supposée être une sorte d'autobiographie de Paul Pavlovitch, où il décrit entre autres ses rapports avec son pseudo, et ceux avec Romain Gary. L'idée, c'est de brouiller les pistes. J'ai inventé de toutes pièces un Paul Pavlovitch dans le roman, un délirant. J'ai voulu exprimer l'angoisse et je t'ai chargé de cette angoisse. Je règle aussi des comptes avec moi-même, plus exactement avec la légende qu'on m'a collée sur le dos. Je me suis inventé entièrement, moi aussi. 2 personnages de roman. Tu es d'accord? Pas de censure? Pas de censure. Pseudo sort en 1977 et il est rapidement acclamé tant par la critique que par le public. En parallèle, certains journalistes commencent à parler en privé à Romain Gary des ressemblances qu'ils trouvent entre ses textes et ceux d'Ajar Pavlovitch. Évidemment, dis-je. Personne ne s'est aperçu à quel point Ajar est influencé par moi. Dans les cas que vous citez si justement, on peut même parler de véritable plagiat. Mais enfin, c'est un jeune auteur, je n'ai pas l'intention de protester. Avec le temps, les relations entre Romain Gary et Paul Pavlovitch se détériorent. Paul s'est pris au jeu, et il a peur que Romain arrête d'écrire.
Romain s'est déjà protégé juridiquement. Il a fait signer aux personnes dans la confidence des lettres prouvant qu'Émile Ajar est bien Romain Gary. Après de multiples disputes, il obtient de Paul des lettres attestant qu'il n'est que la marionnette de Gary et non pas l'écrivain des livres. En échange de quoi ce dernier touchera 40% des droits d'auteur des livres signés à Ajar. En 1979, Émile Ajar publie L'angoisse du roi Salomon. Après ça, Romain Gary délaisse un peu sa vie littéraire. Ajar ne l'intéresse plus trop. C'est maintenant un auteur reconnu, et surtout son mythe a été en quelque sorte brisé par l'identification de Paul Pavlovitch. Mais parbleu, parce que je m'étais dépossédé. Il y avait à présent quelqu'un d'autre qui vivait le fantasme à ma place. En se matérialisant, Ajar avait mis fin à mon existence mythologique. Juste au retour des choses, le rêve était à présent à mes dépens. En parallèle, sa vie personnelle lui prend beaucoup de son temps. Son ancienne femme, Jean Seberg, avec qui il a eu un fils, Diego, fait de multiples dépressions et elle est internée plusieurs fois. Jean est retrouvée morte le 8 septembre 1979, une grande quantité d'alcool et de médicaments dans le sang, à l'arrière de sa voiture à Paris. Romain Gary se consacre alors un peu plus à son fils, Diego, qui a tout juste 17 ans. Le 2 décembre 1980, Romain Gary poste une lettre adressée à son éditeur. Cette lettre, ce sera son dernier ouvrage, publié à titre posthume à sa demande. Il s'agit d'une courte lettre, écrite quelques mois auparavant, mais qu'il envoie le jour de sa mort et où il revient sur toute son aventure avec Émile Ajar. Le 2 décembre 1980, ce même jour, son fils vient de quitter son appartement. Romain Gary passe un dernier appel, sort son revolver Smith & Wesson, calibre 28, se couche dans son lit, écrit une lettre d'adieu et se tire une balle dans la bouche. Son corps est retrouvé le soir même. Sur sa lettre d'adieu, déposée à côté de lui, on peut lire. Jour J. Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs, alors pourquoi ? Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique, La nuit sera calme. Et dans les derniers mots de mon dernier roman, car on ne saurait mieux dire, je me suis enfin exprimé entièrement. Le 9 décembre 1980, il a le droit aux honneurs militaires français, suivi d'une mélopée russe lors de ses obsèques à l'église Saint-Louis des Invalides. Le 15 mars 1981, sa dernière compagne, Leila Chelabi, disperse ses cendres, selon son vœu, en mer Méditerranée. Six mois après sa mort, Paul Pavlovitch publie son premier livre sous son vrai nom et avoue la supercherie au public et aux médias le 3 juillet 1981 sur le plateau d'Apostrophe. La pièce aura duré 6 ans. Le secret aura tenu pendant 6 longues années. Le temps d'écrire 4 livres et de gagner un 2e prix Goncourt pour Gary. Le 17 juillet 1981, Gallimard publie la dernière œuvre de Gary, Vie et mort d'Émile Ajar. La fameuse lettre envoyée par Romain Gary à Gallimard le jour de sa mort, d'où sont tirées toutes les citations que j'utilise. Lettre qu'il ponctue, en guise de point final pour sa vie littéraire par ces mots. Il y eut des moments comiques, notamment lorsque Paul Pavlovitch exigea de moi les manuscrits pour ne pas être à ma merci, et moi lorsque je ne lui donnais que les premiers brouillons, et encore après les avoir photocopiés pour ne pas être à la sienne. La scène où Jean Seberg emballait les 10 manuscrits que je portais au coffre au fur et à mesure était digne de courtes lignes. Et les échos qui me parvenaient des dîners dans le monde où l'on plaignait ce pauvre Romain Gary qui devait se sentir un peu triste, un peu jaloux de la montée météorique de son cousin Émile Ajar au firmament littéraire, alors que lui-même avait avoué son déclin dans « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Je me suis bien amusé,
Au revoir et merci. Romain Gary. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être informé quand je sortirai une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'histoires que je pourrais aborder, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo.